Bonjour, merci de nous retrouver sur Télésud pour découvrir mon invité des mots et débats. Je vous présente Aline Zomobem, qui est créatrice de mode ethnique. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci. Alors, vous avez écrit des nouvelles sous forme de petits livrets. Oui. Alors là, il y a un exemplaire, deux exemplaires qui apparaissent à l'écran. Donc, c'est Klaus le branleur et autres nouvelles. Et puis aussi, le deuxième, c'est Pour le prix. Laisse tomber, voilà, aux éditions Edilivre. Écoutez, commençons tout de suite le face-à-face. Oui. Aline Zomobem, pour quelle raison avez-vous édité sous forme de petits livrets vos nouvelles au lieu de rassembler toutes ces nouvelles en un seul recueil? Oui, déjà bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Je suis humoriste à la base, donc les nouvelles, c'est des sketchs. Alors, quand j'ai eu des difficultés à accéder à des salles de spectacle, je me suis inspirée en disant, je ne vais pas me larmoyer, je suis une battante, je vais transformer mes sketchs en nouvelles. Et j'ai écrit une soixantaine que j'ai envoyé à mon éditeur, qui a apprécié tous les thèmes que je lui ai confiés. Donc, il y en a 17 qui vont sortir. Et on a sorti une dizaine. Et je ne savais pas qu'on éditait des nouvelles. Je suis à ma première expérience. Il m'a dit, oui, c'est possible, les nouvelles. Et lui, au lieu de les rassembler, comme il a trouvé que les thèmes étaient intéressants, il s'est dit, si on rassemble plusieurs thèmes qui ont une portée, autant les mettre. Et puis, je suppose aussi que c'est une méthode commerciale pour se faire de l'argent sur l'auteur que je suis, parce qu'il voit que je suis très inspirée. Donc, il m'a fait cette proposition-là et j'ai trouvé que c'est un éditeur généreux, parce que nous, on n'a pas d'éditeurs en Afrique. Lui, il m'édite gratuitement, sans que je paye un centime. Donc, je me suis dit, je suis obligée de suivre sa méthode commerciale. Il m'a dit, c'est ça qui marche. Donc, j'ai aussi écrit 2 livres où je parle de moi et que je présente aux téléspectateurs, parce qu'ils sont sortis un peu en désordre. J'ai envoyé d'abord les livres, mais il a commencé par les nouvelles. Je n'allais pas discuter. Voilà. Alors justement, reparlons de ces nouvelles. C'est Klaus le branleur. Donc c'est l'histoire d'un professeur d'université. Oui. C'est un Allemand, il a 59 ans. Il donne des cours de chimie. Et lui, son seul but, son seul amusement, on va dire, c'est d'aller dans des cybercafés et surtout de dénicher des jeunes filles qui sont à la recherche d'un prince charmant. Naïves et sans avenir. Exactement, qui sont paumés. Alors moi, je veux savoir, est-ce que c'est un coup de gueule? Parce que vous dites que ce sont des sketchs. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment des sketchs. J'ai l'impression que vous dénoncez... vous êtes d'origine camerounaise. Est-ce que c'est une certaine manière où vous dépeignez, enfin, vous peignez une partie, une certaine tranche de femmes camerounaises qui sont à la recherche d'occidentaux pour vivre vivre meilleur? On a toutes grandi, je suis une femme honnête et sincère, on a toutes grandi en Afrique avec cette image de l'Europe qui est le paradis. Nous, à 16 ans, on nous dit il faut aller en Europe, il faut chercher un blanc à tout prix. Et quand les cybercafés sont arrivés, c'était vraiment l'apanage. Et ces messieurs qui viennent d'Europe, ils ont de l'argent, donc ils viennent en Afrique, profiter de notre naïveté. Klaus le branleur, c'est pas un Allemand, c'est un Français qui est venu me voir moi. Donc, mon éditeur a refusé quand j'ai dit qu'il est français. Alors, je lui ai dit que c'est un Allemand. Mais c'est la méthode de l'Union européenne. Tous ces Blancs-là, c'est ce qu'ils font en Afrique. Moi, je suis humoriste engagé et j'ai aussi une écriture engagée. J'ai décidé de dénoncer tous ces travers de la société. On ne peut pas venir profiter des gens comme ça. Alors, Klaus, en même temps qu'il est venu me voir, il a vu mes amis. Je suis allée chez une amie. J'ai trouvé Klaus assis. Alors que moi, la semaine passée, c'est moi qui étais venue voir. Il me regarde en face. Il n'a pas voulu me reconnaître. C'est quand je lui ai donné les détails qu'il était obligé, sur le fait accompli, de dire oui. Et 30 ans plus tard, je me suis dit, je vais l'écrire. Pour que ces gens-là arrêtent de venir emmerder les autres. Moi, j'ai pu résister, mais les autres qui n'ont vraiment pas rien à branler de leur journée, ils vont en abuser et laisser des microbes surtout. Ils viennent pas, ils ont des microbes, ils viennent laisser ça en Afrique, c'est plus normal. Il faut que ça s'arrête. Alors peut-être faut-il dire aux mamans que les jeunes filles, justement, arrêtent de croire, il n'y a plus de prince charmant, ça n'existe plus. Moi, je pense
pense qu'il est temps quand même qu'au XXIe siècle, on arrête de dire aux filles qu'il y a des princes charmants, quoi. C'est terminé. C'est déjà les mamans qui emmerdent. Quand on parle de la journée de la femme, c'est les mamans qui inculquent cette idée de prostitution aux enfants. Vous avez votre fille qui a 16 ans, au lieu de l'envoyer à l'école, vous commencez à lui dire qu'elle a des formes généreuses, qu'elle vous ramène de l'argent. Elle va prendre cet argent là où elle va faire la rue. Et nous, on est des enfants, quand les mamans nous harcèlent comme ça, on est obligé d'aller dans la rue. Alors donc, est-ce que c'est à l'homme occidental de plaindre, ou alors c'est à cette jeunesse camerounaise, une partie, qui a envie de s'en sortir vénalement? Il n'y a même pas de partie. Toute la jeunesse est vraiment livrée à elle-même. Toute la jeunesse est livrée à elle-même. Quand ce n'est pas les filles, c'est les garçons qui sont maintenant dans l'homosexualité économique. On pervertit la société. Les enfants, ils sont avides d'argent parce que les parents les harcèlent. Oui, votre papa, il travaille ou votre maman travaille, mais il veut que vous lui rameniez encore de l'argent. Parce qu'on dit qu'en Occident, il y a beaucoup d'argent. Alors les filles vont dans les cyber pour chercher ces blancs. Et eux, ils sont là, ils en profitent. Ils se payent les billets d'avion à la seconde. Donc, il peut prendre rendez-vous avec 10 filles et il vient avec ses microbes, il les laisse là. Moi, j'ai vu ça, je l'ai vécu et je me suis dit, je vais en faire des nouvelles pour alerter la société. Parce qu'ils se disent que ça se passe ailleurs, alors que ça se passe chez nous, dans nos murs. Dans chaque maison camerounaise, il y a ce vice-là qui est installé. Il faut que ça s'arrête. Alors, est-ce qu'il faut dire, je sais pas, peut-être faire une sorte d'association pour dire aux jeunes filles, allez, c'est par nous-mêmes que nous allons relever l'Afrique Oui, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire. Dans tout ce que j'écris, que ce soit dans mes livres ou mes nouvelles, je demande aux femmes de se prendre en main. Il ne faut pas attendre des choses des hommes. Nous devons participer à l'avancée de ce monde. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces femmes qui ont pensé qu'en ouvrant les jambes, elles auront toute la vie. Non, ça n'existe pas. C'est que dans les rêves. Donc, je leur demande, et je suis contente aujourd'hui de vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui me suivent. Et je suis sûre que cette société qui vient là, elle sera différente. Je leur demande d'aller à l'école. C'est très important. Il faut aller à l'école. Si vous n'allez pas à l'école, vous ne ferez rien dans votre vie et c'est dommage. Il faut qu'on participe à l'avancée de ce monde. Et voit bien comment les hommes occupent tous les postes. Si vous êtes bête, vous n'aurez rien. Oui. Il faut s'imposer et c'est par les idées, c'est pas en ouvrant les jambes, non. Il faut que ça s'arrête, il faut aller à l'école. Et moi, j'ai pris le flambeau là pour le leur dire. Et j'ai mes réalisations qui prouvent que je ne suis pas une femme qui attend des choses des hommes. Pensez-vous que les cybercafés, c'est un danger justement parce que maintenant il y a la cybercriminalité? Est-ce que justement c'est une sorte de foyer où on peut créer toutes sortes d'idées de malveillance? Enfin, est-ce qu'il faut aussi bannir, je ne sais pas moi, les cybercafés? Non, les cybercafés, c'est pas méchant. Mais il faut savoir ce qu'on va chercher dans un cybercafé. Dans les cybercafés, on trouve du boulot. C'est la prostitution qui est organisée qui n'est pas bien. Il faut que ça s'arrête. Que les parents disent aux enfants à quoi servent les cybercafés. Si c'est pour aller chercher du travail, oui, mais pas aller se prostituer. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent alors, par exemple, parce que les hommes politiques, ça va, parfois ils aiment bien, même s'ils ont une femme attitrée, leur femme officielle, qu'ils présentent lors des soirées mondaines. Après, je suppose qu'à l'extérieur, ils s'éclatent avec des jeunes filles. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces hommes politiques qui s'éclatent en dehors de leur relation maritale? Ces hommes-là... Pourtant, ils ne sont pas occidentaux. Il y a des politiques africains qui aiment bien s'éclater avec des jeunes filles. Là, on était dans le sujet de Klaus le branleur. Oui, même maintenant, on revient aux nationaux. Ils détruisent la jeunesse avec leur argent sale. Je leur demande aussi, en leur regardant droit dans les yeux, d'arrêter de pervertir la société. Par exemple, au Cameroun, j'ai écrit une nouvelle sur l'homosexualité. Mais ils pervertissent, ils apprennent le vice aux enfants et maintenant, ils les enferment. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas punir des gens à qui vous avez appris le vice. Les enseignants, ils restent impunis et ils enferment les enfants qui sont déjà homosexuels. Notre société n'avait pas ce système-là. Ce sont eux qui ont amené cette culture-là et maintenant ils enferment les jeunes. Et il ne faut pas le dire. Ah non, il faut que ça s'arrête. L'homosexualité économique, ces enfants, ils n'ont pas prévu d'être homosexuels. Ce sont eux qui leur conditionnent les relations avec de l'argent. Et quand vous avez faim, vous êtes obligé de céder. Ils n'arrivent pas à manger et on leur propose ça. Et après, on les met en prison. Vous vous rendez compte? Et si on écrit, il faut le dénoncer. Et moi, je suis une écrivaine engagée et je ne suis là que pour faire ça. Désormais, dès que je suis inspirée, je prends mon stylo et je balance.
Alors, il y a aussi l'histoire d'Eliane dans l'autre nouvelle qui s'appelle Pour le prix, laisse tomber. C'est ah non, non, c'est toujours... Nicolas. C'est comme j'ai écrit, Eliane, c'est l'autre toujours nouvelle. dans l'autre nouvelle. Voilà, toujours dans la même nouvelle. Ici, on parlait de nous. Voilà, ici, on parlait de nous. Là, c'est l'histoire d'Eliane qui marie un avocat. Elle est elle-même avocate. Il y a l'histoire de Monique, de Bambou. Et elle, ça j'aime bien, par contre, c'est plus l'homme occidental. Elles sont mariées à des hommes noirs. Voilà. Et c'est marrant parce que ces hommes noirs, en fin de compte, eux... Ils ne portent pas leurs responsabilités. Ce sont des hommes qui sont vraiment... Ils ne sont même pas de ce monde. Ouais. Oui, il y en a qui malheureusement, qui s'occupent pas de ses enfants. Malheureusement, dans notre société même, on rencontre des hommes tellement méchants qui ne respectent pas la femme africaine en elle-même. Même si vous avez quel rang social, habituellement, les hommes de chez nous, ils se disent qu'ils sont au-dessus. Déjà, vous avez votre rang social, il essaie de vous rabaisser à la femme. Aline Zomoben, ce que j'aimerais savoir, est-ce que justement la femme africaine n'est pas trop chiante avec les hommes africains? Parce que j'ai l'impression qu'on demande beaucoup aux hommes, que ce soit l'homme occidental. Moi, par contre, je vais faire porte-drapeau pour les hommes. Voilà, je suis désolée. Vous, c'est les femmes, moi, c'est les hommes. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces femmes qui sont superficielles, qui demandent toujours à leurs hommes, achète-moi des bijoux, des sacs et des parfums et des machins, aussi, j'en ai marre qui montrent que ce côté de la femme. Est-ce que l'homme, justement, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, a cette image de cette femme un peu superficielle, qu'on appelle une femme intéressée. Qui est toujours en train de commander. Voilà, quémander. Celle-là ne m'intéresse pas. Voilà, mais justement... C'est celle-là que je combats, justement. J'aime pas du tout, mais c'est la violence que je n'aime pas. Par exemple, vous parlez d'Eliane. Vous avez vu tout le parcours. C'est une brave dame. Oui. Mais regardez le comportement de son mari, qui rentre éméché, qui casse toutes les voitures, qui ne signale même plus où il va. Attendez, le mariage, c'est des codes. C'est une institution qu'il faut respecter. S'il avait une femme blanche, il n'allait pas se comporter comme ça. On voit comment il se comporte ici. Ce sont eux qui ramènent les chiens dans la rue, balader les chiens. Mais quand ils sont avec nous, ils font les fiers, c'est n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que la femme noire est dévalorisée par rapport à la femme blanche. Quand... Oui, bon, c'est vrai qu'on voit par rapport aux sportifs. Les sportifs sont toujours avec des blondes, mannequins. Ouais, voilà. Pour qu'ils soient bien vus, il faut qu'ils soient avec des blondes, des femmes européennes. Être acceptés peut-être dans la société occidentale. C'est le la complexe, femme noire. C'est le complexe. Il ne faut pas être complexé. Moi, je dis que si vous respectez toutes les femmes, pas choisir parce que celle-là est occidentale, elle va me permettre, elle va m'ouvrir certaines portes qu'il faut la respecter. Il faut respecter toutes les femmes à leur juste valeur. Celles qui ne valent rien, il faut les mépriser, je suis d'accord. Ces femmes qui ont détruit notre image, elles ne doivent même pas exister. Il faut qu'elles aillent dans notre planète. Parce qu'elles font n'importe quoi. Et ce sont elles qui défilent le 8 mars. Désormais, on ne veut plus de ces prostituées le 8 mars. Vous êtes une prostituée, vous ne défilez pas. J'ai écrit un manifeste sur ces femmes-là. Non, c'est la vérité. Les veuves joyeuses, les commanditaires qui tuent leur mari, elles ne doivent pas défiler. Non, c'est interdit. Le 8 mars, ce n'est pas fait pour les prostituées, les veuves joyeuses, les connasses, non. On veut des femmes qui vont instruire des débats constructifs pour que notre société avance. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et que la parité soit effective. Oui. Voilà. Et les prostituées qui viennent avec les caches-sexes dans les cérémonies, on n'en veut plus. On en a marre. Elles nous font honte, alors que nous, on est là pour bosser et laisser des œuvres qui vont pérenniser notre pensée. Et puis, elles viennent détruire ça avec des histoires à la con. C'est pas normal. Alors, l'homme, alors, comment est-il? Parce que, alors, Klaus, le branleur, Klaus, c'est un homme occidental, donc il n'est pas bon. L'homme noir aussi, que vous dépeignez à travers l'histoire d'Eliane, de Monique et Bambou, sont des hommes qui ne sont pas bien non plus. Alors, quel est l'homme idéal, alors, pour vous? Il n'y a pas d'homme idéal. Il faut simplement trouver un homme avec qui on a les mêmes... comment je dirais, les mêmes envies, les mêmes idées. Par exemple, le père de Nicolas, oui. Pour le prix Laisse tomber, oui. C'est un homme qui est très gentil, qui a pris une femme occidentale qui ne travaille pas. Et il a toujours dépensé pour celle-là, mais elle ne veut pas qu'il voie son fils, alors qu'il paye la pension. Et c'est le petit Nicolas qui est venu trancher l'histoire, qui dit à sa mère, ah non, tu as profité de mon père. Déjà, tu m'as conçu sans demander à mon père. Parce que Nicolas, c'est un enfant très intelligent. Et lui, à 8 ans, il est déjà un vrai mec. Il dit non, je veux voir mon père. Il paye ma pension. Il faut que je le voie. Le père de Nicolas, c'est un ange. Il y a beaucoup d'hommes comme ça, mais il faut les rencontrer. Et les hommes ne sont pas des méchants. Moi, par exemple, depuis que j'ai accédé à la classe sociale qui me convient, je ne rencontre plus des cons, non. L'homme avec qui je vis est un homme qui me laisse m'inspirer, m'épanouir.
Il me donne la place qui me convient et je suis épanouie et très à l'aise. Je dis que les hommes ne sont pas méchants, il y en a comme chez les femmes. Voilà, moi je ne suis pas une sainte, mais je suis une bonne femme. Et j'ai trouvé l'homme de ma vie qui m'accompagne dans tous mes projets. Mais ce que j'ai peint là, c'est pour montrer que la société est faite de tout. Voilà, Ouais. et Eliane et ses copines. Et justement, l'homme, parce que dans le livre, l'enfant, puis-je la voir s'il Oui, vous plaît, voilà. l'enfant de ma mère m'a violée. M'a violée. Là, bien sûr, je suppose que bon, bah, c'est un homme qu'il ne faut pas non plus soutenir, je suppose. Mais bien sûr, c'est ces hommes-là qu'on voit en costume et cravate, mais qui font beaucoup de bêtises. Donc l'enfant de ma mère m'a violée. C'est une histoire autobiographique, parce que quand j'ai ressenti que je peux écrire, je me suis dit, je ne vais pas déjà m'occuper des histoires des autres, je vais balayer devant ma porte. J'ai été violée par le fils de ma mère, qui devait être mon frère, mais il a trouvé en moi, c'est sur moi qu'il a appris à coucher les femmes et Bien il sûr. a pensé que j'ai oublié. Moi, je ne suis pas amnésique. Et quand j'ai constaté que le viol est installé dans notre société, parce qu'au Cameroun, il y a l'omerta qui persiste. Ils font tout, mais ils aiment bien rapporter des histoires des autres. Oui, maintenant, c'est l'histoire de l'Inde. Oui, à New Delhi, on a violé une dame, mais au Cameroun, on viole les femmes tous les jours. Depuis janvier, on a violé 19 femmes. Violées et tuées de surcroît. Et ça, on ne doit pas le dire. Il y a le viol qui est installé là-bas et les gouvernants, ils font la sourde oreille. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'il y ait plus d'hommes battus. J'ai écrit une nouvelle sur la femme qui bat son mari. Parce que si les hommes étaient battus, les gouvernants allaient s'intéresser à la violence. Vraiment, je suis désolée que les femmes n'aient pas trop de force. Vraiment, si les hommes étaient battus, ces gouvernants-là, ils allaient s'inspirer et dire que non, il faut créer des lois. On viole les femmes, ils sont là, ils parlent ça sous la table. C'est pas normal. C'est pour ça que j'ai écrit l'enfant de ma mère m'a violée, pour dire qu'il y a le viol incestueux qui est installé chez nous. Il y a trop de promiscuité. Ces familles qu'on recompose, si vous faites des enfants, chère madame, écoutez-moi très bien, quand vous faites des enfants, il faut faire des enfants avec un seul homme. Ces enfants que vous multipliez, c'est là où l'inceste, le viol incestueux s'installe. Parce que le gars qui vient de chez son père, il n'aime pas ces sœurs-là. Hein. Il veut, lui, il ne les prend pas comme ses sœurs, hein, c'est rare. Donc lui, il va installer le viol là. Vous les voyez toutes comme ces filles que vous voyez renfermées. La plupart ont vécu des viols. Depuis que j'ai écrit mon livre, j'ai reçu 600 témoignages de Camerounaises. Ce n'étaient pas des Indiennes, hein, des Camerounaises qui vivent en Occident, qui me disent qu'elles ne peuvent pas dénoncer leurs violeurs parce qu'elles vont subir des représailles et la famille va les répudier. Moi, je n'ai plus de famille maternelle depuis que j'ai écrit ce livre. Mais ce qu'ils oublient, c'est que je les avais déjà unis depuis. Ce n'est pas d'une famille, ça. Quand j'ai vécu dans la même maison avec ce violeur, ils ont vu qu'on ne s'entendait pas. Pourquoi ils n'ont pas posé la question? C'est un homme que je n'aime pas voir dans ma vie. S'il est assis là, dans les 5 secondes, je vais l'injurer comme un con parce qu'il m'a toujours humilié partout. Il me voit avec mon copain, il gifle mon copain. Le dernier en date que j'avais un avocat, il a giflé ce monsieur. Et le monsieur lui demande, mais tu m'as dit ça, c'est ton frère? Je lui ai dit oui, c'est mon frère. Et ma mère s'est mise à genoux, elle a demandé à l'avocat, il faut lui pardonner, c'est mon fils, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas pourquoi? Il faut poser la question. Tout ça, c'est l'hypocrisie. Et ça, il faut cacher. Moi, je fais partie. Moi, à mon âge, à 45 ans, je veux vivre dans la vérité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et je suis soulagée et je me sens mieux. Très bien. Merci beaucoup, Aline Zomobem. Nous avons bien compris votre message. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Merci. Alors pour cette deuxième partie d'émission, Carte sur table, voilà, elles sont devant vous. Oui. Vous en choisissez une au hasard. Oui. Alors celle-ci, c'est le roi. Eh bien, une image va apparaître à l'écran. Voilà, nous allons voir Paul Biya et sa femme. Voilà. Alors je voulais savoir, voilà, parce que vous êtes fiers de vos couleurs camerounaises. Oui. Moi, j'aimerais savoir que pensez-vous de son gouvernement, tiens, de ce couple de ce présidentiel. couple. Le couple, c'est un couple uni d'apparence et je crois que dans les faits aussi. Et j'apprécie beaucoup la première dame, dont je connais particulièrement le parcours. C'est parce que je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai porté ses enfants
Elle a ses premiers fils, des jumeaux. Je les ai portés. C'est-à-dire porter, pas dans votre ventre, vous étiez Non, porter porter dans les enfants, parce que quand elle allait à l'école, on était dans le même établissement à Dissamba. Donc, elle les laissait souvent à la maison. Oui. Et j'étais amie avec leur père. Voilà, et des fois j'allais dans la maison et je portais ces enfants-là, ces 2 garçons, mais je n'ai jamais pu rencontrer la première dame parce que après quand elle est devenue première dame, autour d'elle il y a tout un service qui sont prêts à vous prendre l'ADN pour rencontrer la première dame. Et comme moi j'aime pas supplier, je suis née dans une famille noble, mais la première dame je l'aime beaucoup parce qu'elle est très généreuse. Elle n'a pas oublié d'où elle vient et je la soutiens dans tout ce qu'elle fait. Et quant au président, je dois vous dire que le président du Cameroun, quand on parle dans les normes, je suis de sa famille. Mais j'apprécie pas... il s'entoure de médiocres. Et ça me fait de la peine parce qu'il va flouer son travail. Oui, moi je suis une femme honnête, hein, je le dis. Oui. Donc il s'entoure de médiocres. Et du coup, le Cameroun, l'image du Cameroun est vraiment abîmée. Et je ne sais pas, il est mal conseillé. Et lui-même, en lui-même, c'est un homme intelligent. Je ne sais pas pourquoi il persiste avec tous ces médiocres. Des ministres qui font 15 ans, qui ne foutent rien. Il les maintient, alors qu'il y a des brillants Camerounais qui sont allés à l'école, qui ont fait leurs preuves. Et ils ne participent pas à ce gouvernement-là. C'est dommage. Dommage. Alors, une dernière carte, allez-y. Oui, c'est l'As. Justement, excellent aussi, c'est les otages au Cameroun. Alors, la France doit-elle négocier avec Boko Haram? Et vous, en tant que Camerounaise, est-ce que vous avez été dégoûtée, surprise ou pas du tout étonnée? Très choquée. J'aime qu'on parle du Cameroun dans l'excellence. Bien sûr. J'aime pas l'image négative du Cameroun et je me rends compte que le Cameroun fait beaucoup plus partie des faits divers. Ça me fait de la peine parce que moi, tous les jours, quand je dors, quand je me lève, je veux que le Cameroun rayonne. C'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté d'écrire. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de passer dans les médias pour dire qu'au Cameroun, il y a des brillants. Mais cette image-là, quand j'ai vu Boko Haram, je n'ai pas compris. Alors que il faut même qu'ils veillent parce que sinon, ces djihadistes, ils vont s'installer. Hein. Les frontières sont ouvertes. Les Chinois entrent au Cameroun. Ils pêchent notre poisson. Nous, on ne mange plus. Et ils se remplissent les poches. Ils vont chez eux. Il n'y a personne qui contrôle les frontières. Ce n'est pas normal. Comment ça se fait que des extrémistes comme ça entrent au Cameroun alors qu'il y a beaucoup de flics? Ils ne font pas le boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont payés tous les mois, pourquoi? Peut-être pour... Non, il faut contrôler il faut mettre les services de sécurité. Il y a des touristes qui viennent. Ça va gâcher l'image du tourisme au Cameroun. Le Cameroun est un beau pays qu'on doit visiter, mais quand on commence maintenant à arrêter des gens, c'est pas normal. Nous-mêmes, on n'est plus en sécurité. Comment on peut entrer au Cameroun? Maintenant, c'est que c'est Boko Haram, c'est Boko Patati, ils sont là à gêner les gens. Ça n'a pas de sens. Oui. Ils s'occupent des banalités alors qu'il faut de la sécurité. Ça aussi, il faut le dire. Très bien. Une autre carte, une dernière, allez. Oui. Dame, eh ben justement, ça c'est encore super. Nous allons voir Maître Alice Nkom, qui a été élue personnalité exceptionnelle de l'année 2012 par le New Yorker. Alors elle lutte, elle, pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Je suis dans le même combat que Maître Alice. Je l'aime beaucoup. Elle défend la cause des femmes, elle défend la cause des personnes qui sont embêtées. Voilà, elle combat les causes justes. Quand des dames, voilà les dames qui m'inspirent. Maître Alice, chapeau. Elle, c'est une dame d'honneur. Oui. Voilà, on est dans le même combat quand je parle de l'homosexualité économique. On ne peut pas entraîner des enfants dans le vice et puis après on les enferme. Ça n'a pas de sens. Qu'on commence déjà à enfermer les enseignants. Parce que des enfants qui naissent... non, on leur a montré comment l'homosexualité se passe. Ils ne savaient pas. Et maintenant, on leur apprend le vice. Quand vous apprenez quelque chose, vous allez dépasser le professeur. Bien sûr. Voilà, ils deviennent des professionnels de l'homosexualité. Alors, on doit déjà punir les enseignants que de punir ces enfants-là. Donc, on est dans le même combat. J'ai beaucoup de respect pour cette dame. Et vraiment... je suis derrière elle pour dire qu'il faut que ça s'arrête, les sujets tabous. Elle s'intéresse à tout ce qui concerne les minorités. Merci beaucoup Aline Zomobem. Nous allons passer à la troisième partie de l'émission qui s'appelle Coup de cœur.
dans Coup de cœur, quel est ce livre pour vous, qui est votre coup de cœur? Oui, mon coup de cœur, c'est le livre de mon mentor, Oui. intitulé Minorité visible, intégration quasi impossible en France, du docteur Mathieu Mbargabega. Oui, on l'avait reçu. Bah, d'ailleurs, il travaillait à Télé-Sud, Voilà, oui. il était chroniqueur dans Afro Night. Oui, lui aussi, il portait bien C'est mon haut mentor. sa voix. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous a appris justement en tant que mentor? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Déjà, il a renforcé mes connaissances de la culture béti. Nous sommes béti. Nous sommes du centre et du sud. Alors, les bétis, les intellectuels, parce que c'est un intellectuel, Oui. et mes parents, c'était des intellectuels, et moi-même, je suis déjà intellectuel. Les intellectuels sont nobles et intègres. Et puis, nous avons beaucoup de générosité, et nous luttons pour les causes justes. Nous défendons les minorités. Mon mentor, quand il a écrit ce livre, Minorité visible, intégration quasi impossible en France, quand je suis arrivée en France en 2004, en octobre 2004, moi, quand je suis arrivée, contrairement à tous ces immigrés qui viennent manger le poulet, moi j'ai observé que la société française n'accepte pas les immigrés. Oui. Vous vous rendez compte, moi je suis née à Paris, hein, dans le 14e. Ouais, dans le 14e. Voilà. Donc je dois être chez moi. Mais je suis chez moi, on est toujours obligé de me demander vos origines, c'est lesquelles? C'est déjà une division. Mais les autres, ils vont faire les ménages, ils mangent le poulet, et c'est beau à Paris. Non, ça va pas. Il faut s'impliquer dans les combats. Si on ne s'implique pas, il n'y aura jamais de respect. Et son livre, avec sa générosité, donne les clés pour trouver les solutions pour le vivre ensemble. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez les gens et vous les méprisez. C'est Oui. quel genre d'amitié? Il n'y a pas d'amitié dans le mépris, là. Vous me dites que je suis noire, que je sens mauvais, alors que vous aussi, en face, vous sentez mauvais, et on doit être amis. Les Noirs qui acceptent ça, moi je dis, ils ont été faits avec des urines. Moi, mon père, c'était un monsieur Un journaliste, brillant. oui, Abel Oui. Zomobem, journaliste. Brillant. Quand je côtoie le docteur Mathieu Mbargabega, pardon, il me rappelle mon père. C'était un monsieur très intelligent qui m'a donné les valeurs que j'applique aujourd'hui. Et cette inspiration que j'ai là, ça coule dans mon sang. C'est pas que je vais chercher. Vous vous rendez compte, ça fait que 5 mois que j'écris. J'ai écrit 2 livres. J'ai écrit à mon père, j'ai tout dit à mon père. Et ce livre-là est 10 nouvelles. C'est pas des choses qu'on fait parce qu'on est allé prendre la magie. Non, c'est quand on est intelligent et sage. Très bien. Merci beaucoup, Aline Zomobem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir ouvert votre cœur comme ça, votre témoignage. Alors, les nouvelles, c'est Klaus le Branleur. Il y a aussi Pour le prix, Laisse tomber, tout ça chez Eddy Livre. Et puis, il y a aussi Eddy Livre, L'enfant de ma mère m'a violée. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est Voilà. moi qui vous remercie. Merci. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.